Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Les Français ont-ils pris trop tôt leur désir pour une réalité? C'est ce que laissent à penser en tout cas ce matin les Russes qui réagissent à l'annonce de l'Elysée. La nuit dernière, l'entourage d'Emmanuel Macron se félicitait d'avoir convaincu Joe Biden et Vladimir Poutine de se rencontrer à l'occasion d'un sommet. Ce qui serait loin d'être le cas à en croire ces dernières réactions du Kremlin. On va retrouver tout de suite notre correspondante en Russie, Elena Voloshin. Elena, bonjour. Le Kremlin qui a donc réagi et qui indique qu'il n'y a pour le moment aucun projet concret de rencontre. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont convenu effectivement de poursuivre le dialogue, mais via seulement leur ministère des Affaires étrangères et leurs conseillers diplomatiques. C'est ce qu'indique ce dernier communiqué. Que faut-il comprendre derrière ces propos, derrière ces mots ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vladimir Poutine veut absolument maintenir le bras de fer. Effectivement, il y avait ce communiqué de l'Elysée qui disait que Vladimir Poutine serait tombé d'accord avec une rencontre de Joe Biden. Et donc, à Moscou, on se demandait pourquoi il n'y avait rien du côté du Kremlin. Et c'est parce que Vladimir Poutine ne veut pas aller trop vite. Pourquoi ? Parce que ces trois principales revendications vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN n'ont pas été entendues. Et le communiqué du Kremlin qui, lui, fait état de la discussion téléphonique d'hier avec le président français Emmanuel Macron, ce communiqué, il dit que Vladimir Poutine, que le Kremlin veut être entendu sur ces trois points. Ils sont irrecevables aux yeux des Occidentaux. Il s'agirait de l'OTAN, de faire revenir l'OTAN en Europe à ses positions de 1997, c'est-à-dire retirer les troupes de l'alliance de 13 pays européens. Et là-dessus, Vladimir Poutine, pour le moment, semble intransigeant, même s'il semble prêt au dialogue, parce que s'il ne confirme pas une possible rencontre avec Joe Biden, dans tous les cas, il s'est entretenu hier 2 fois avec le président Macron. Le deuxième coup de fil a eu lieu à 1h du matin, heure de Moscou. Donc il y a le signe que Vladimir Poutine veut dialoguer, mais on ne sait pas encore s'il est prêt à aller au compromis. Elena Voloshin aurait donc été détruit, Thibault. Oui, tout à fait. C'est ce qu'affirment certains utilisateurs de Twitter. Regardez ici, par exemple, ce tweet qui explique le premier léopard capturé à Artemovsk, c'est l'ancien nom de Bakhmout, par les soldats russes, absolument intact, avec tout l'armement au complet et son équipage, des mercenaires polonais. Vous voyez donc la photo de ce char avec un drapeau russe dessus. Un tweet qui a été vu plus de 184 000 fois et qui est estampillé avec une date, 1er mars 2023. 8h40. Ensuite, on a un autre tweet qui présente cette fois-ci un char complètement carbonisé avec ce message. Le premier char Léopard détruit aujourd'hui, 26 février 2023, près du village de Yadnoï. Les combattants de Wagner ont détruit le premier char Léopard. Les combattants ont été très surpris de voir du matériel allemand déployé sur nos positions. Alors, qu'en est-il réellement, Thibault? Est-ce que ces chars ont pu être identifiés? Oui, tout à fait. Et pour cela, les observateurs de France 24 ont fait tout simplement une recherche d'images inversées. Et sur la première photo du char avec le drapeau, ils l'ont retrouvée ici, regardez, où en fait, elle apparaissait en décembre 2006, donc il y a plus de 16 ans, sur un site russophone. Et la seule différence, vous voyez, si on reprend la photo de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas le drapeau russe, un drapeau qui a en fait donc été rajouté artificiellement, puisque vous voyez que tout le reste de la photo est identique. Sur la deuxième image maintenant qui présentait le char carbonisé, là les observateurs ont retrouvé sa trace sur un site russe toujours qui s'appelle Top War, qu'on a traduit la page en français. Et vous voyez avec ce titre Char turc Léopard, complètement détruit en série avec une date 5 février 2018. C'était il y a donc 5 ans. Et on apprend en fait que cette photo a été prise lors de la guerre en Syrie, un char qui a été détruit lors de la bataille d'Efrin. Et on peut recouper cette information par plusieurs médias turcs. Il est donc impossible que cette photo ait été prise en Ukraine. Sur les rapports de force, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se représenter. On sait que la Russie c'est l'une des plus grosses armées au monde, qui s'est d'ailleurs beaucoup remise à niveau ces dernières années et beaucoup modernisée. C'était le mot que je cherchais. Justine Sago nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Justine, quelles sont justement les forces en présence ? Écoutez, dernière information en date, en tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, il y aurait des combats
en cours pour une base militaire dans la région de Kiev, tout près de Kiev, parce que selon les Ukrainiens, des unités militaires russes ont pénétré dans la région de Kiev à partir de la Biélorussie pour mener une attaque avec des missiles. Et ce que vous voyez sur la carte, c'est qu'on voit que les forces terrestres russes sont entrées en Ukraine par différentes lignes de front. Ils ont attaqué l'Ukraine par la frontière avec la Biélorussie. Vous voyez en noir la ligne de front tout au nord du pays. Les troupes sont aussi rentrées par la frontière au nord-est de la Russie. Les frontières du Donbass ont elles aussi été franchies. Et enfin, l'offensive est aussi passée par la Crimée, ce territoire annexé il y a plusieurs années. Cela ressemble fort, quand on regarde cette carte, eh bien, à la stratégie de l'encerclement des troupes russes tout autour de l'Ukraine. Selon les gardes-frontières ukrainiens, quasiment toutes les unités aux frontières et les points de contrôle ont été prises pour cible avec soit des armes légères, soit de l'artillerie beaucoup plus lourde. Les gardes-frontières ukrainiens parlent de combats acharnés. À côté de cette offensive terrestre, il y a eu des explosions qui ont lieu dans plusieurs villes du pays. D'abord Kiev, la capitale, mais aussi Kharkiv, la deuxième ville du pays, ou encore le port d'Odessa qui a été bombardé, cette porte ouverte vers la mer Noire. Et puis autre port visé, celui de Mariupol, qui est le poumon industriel du pays. Les Russes disent vouloir concentrer leurs efforts sur les infrastructures militaires uniquement et les installations de défense aérienne. Selon les dernières informations, 74 installations militaires ont été touchées, dont 11 aérodromes. Il y a eu des bombardements, mais aussi peut-être des tirs de missiles ou peut-être même des opérations de sabotage, mais ça reste à confirmer. Alors, est-ce que l'Ukraine a les moyens ou pas de se défendre? Eh bien, c'est clairement le combat de David contre Goliath. Il y a un fossé énorme. Regardez ces chiffres. Il y a un déséquilibre entre les forces russes et les forces ukrainiennes en présence. Selon les derniers chiffres, côté russe, 200 000 soldats, 500 avions de chasse et 40 navires en mer. Et regardez, côté ukrainien, c'est très différent, c'est beaucoup moins. Seulement 40 000 soldats. Certaines sources de l'armée ukrainienne estiment que le pays ne pourra sans doute pas tenir plus d'une semaine. Merci beaucoup, merci pour ces précisions. C'était tout à fait précis. Merci Justine. Justement, Thomas de la Neuville, on a entendu donc que la Russie, c'est la 3e, 4e plus grosse armée du monde, que l'Ukraine, c'est la 25e armée du monde. Dans quel état sont ces armées? Je disais tout à l'heure, l'armée russe s'est beaucoup modernisée ces dernières années. Et l'armée ukrainienne? L'armée russe s'est modernisée pour être capable d'opérer sur ses frontières proches. Il existe d'ailleurs une symétrie entre ce que fait la Russie et ce que fait la Chine. La Chine veut reconquérir le monde sinisé, le Vietnam, et même jusqu'au Japon. La Russie veut se concentrer sur son étranger proche, donc c'est une force qui est musclée, mais qui ne pourrait pas déployer de grands efforts en Europe occidentale. Quant à l'armée ukrainienne, eh bien, elle a perdu déjà sa marine, 80% de sa marine. Quant à son armée de terre, elle est dans une situation, elle est sous ponction occidentale. D'ailleurs, l'Ukraine est endettée vis-à-vis de l'Occident, ce qui est un grand facteur de faiblesse. Oui, parce qu'on a apporté, nous, une aide militaire de formation, de matériel, l'Ukraine, même si l'OTAN ne peut pas intervenir encore une fois, l'Ukraine n'était pas seule ces dernières années. Oui, et du côté russe, il y a un domaine où les Russes ont développé des armes qui veulent surclasser les armes américaines, ce sont du côté des armes hypersoniques. Donc c'est un point qu'il faudra aussi surveiller. C'est quoi les armes hypersoniques? Donc ce sont des missiles qui vont beaucoup plus vite que les missiles de croisière habituels. Et qui peuvent atteindre, qui ont une portée très longue? Voilà, donc c'est une véritable menace. Et les Russes eux-mêmes se défient des missiles de l'autre côté, puisque Poutine a justifié son intervention en disant que les missiles américains seraient bientôt à 4 minutes de Moscou. Oui, c'est ça. C'était effectivement ce qu'on se disait la semaine dernière. C'est l'argument, oui, exactement. C'était inadmissible que l'OTAN s'installe en Ukraine, puisqu'à ce moment-là, Moscou serait à 4 minutes des tirs de missiles de l'Alliance Atlantique. Le problème, c'est qu'on est en 2022 et on est dans un scénario militaire un peu à la géorgienne. Sauf qu'en 2008, l'armée russe était, comme vous le disiez, très peu modernisée et ses performances ont été plutôt lamentables face à un tout petit État.
Aujourd'hui, elle s'est modernisée considérablement, a des moyens, en particulier de frappe, sur les centres de commandement. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas tellement les chars qu'on voit débouler sur les écrans. L'essentiel aujourd'hui, c'est la guerre électronique. C'est-à-dire les moyens par lesquels, immatériels, par lesquels vous décapitez les centres de commandement de l'adversaire. Et déjà en Crimée, les Russes étaient parvenus à couper totalement les troupes ukrainiennes de leur chef.